Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à la question de Pamela qui demande comment est-ce qu'on fait pour performer ou ne pas s'effondrer quand on rencontre un adversaire plus fort que soi. Quand je regarde mon expérience et des situations dans le monde du sport qui réfèrent à la question, donc des adversaires supposément plus faibles qui ont remporté contre des adversaires plus forts, je remarque qu'il y a 4 étapes à travers tout le monde passe pour arriver à un résultat de performance. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, je vais te raconter 2 histoires d'athlètes pour faire le parallèle avec le processus. Ma première histoire, c'est l'histoire de Charles Hamelin, qui est patineur de vitesse courte piste québécois, qui a gagné 5 médailles aux Jeux olympiques. Charles a participé aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, puis il a fait le 1500 mètres. Selon ses dires, le 1500 mètres, c'est pas sa spécialité, puis il était très anxieux avant la course. Il a terminé en 7e place. Il n'était pas tellement satisfait de sa performance. Après les Olympiques, il a fait une entrevue puis il a dit que pour 2014, ce qu'il voulait faire, c'est trouver des stratégies pour devenir plus menaçant face à ses adversaires. Et il voulait aussi se placer dans des situations où est-ce qu'il n'y avait pas le contrôle pour développer sa force mentale. Quand il est revenu en 2014, il y avait une stratégie. Au 1500 mètres, ses 2 adversaires les plus forts étaient des Coréens. Il avait décidé qu'il voulait mettre beaucoup de pression sur eux en restant très près d'eux durant toute la course. Selon lui, c'était une stratégie gagnante. Finalement, ça a payé. Au bout du compte, les Coréens ont chuté dans la course en sentant la pression, probablement, et il a remporté la médaille d'or. Ma deuxième histoire, c'est l'histoire de l'équipe olympique américaine de hockey de 1980 qui a joué aux Jeux olympiques de Lake Placid, qui a joué contre les Soviétiques, qui étaient à cette époque-là extrêmement forts. C'est-à-dire qu'il avait remporté 12 des 15 derniers championnats du monde. Il avait remporté 4 médailles d'or olympiques d'affilée. Pour dire à quel point il était fort, on faisait la Challenge Cup en 1979. Donc, on invitait les Soviétiques à venir jouer 3 matchs contre une équipe All-Star de la LNH. Et dans ces 3 matchs-là, au 3e match, l'équipe soviétique a remporté contre l'équipe All-Star de la LNH 6-0. Donc, les Soviétiques étaient extrêmement forts et l'équipe américaine était vraiment composée de jeunes universitaires qui étaient vraiment peu expérimentés. En 1980, les Américains avaient peu d'attentes par rapport à leur équipe pour les Jeux olympiques. Tout ce qu'on voulait, en fait, c'était que l'équipe n'offre pas une performance qui était embarrassante. Par contre, on avait embauché le coach Herb Brooks, qui, lui, ne l'entendait probablement pas de cette oreille. Quand il a su qu'il était nommé pour entraîner l'équipe olympique, le coach Brooks est allé en Russie, il est allé observer le système soviétique. Il a remarqué, entre autres, que le système soviétique était vraiment basé sur la possession de la rondelle, que prenait des tirs au but seulement quand c'était vraiment une bonne opportunité, que faisait un peu moins de défensive peut-être parce qu'il y avait moins l'opportunité étant donné qu'il gardait beaucoup la rondelle. Donc, il avait observé plusieurs choses par rapport au système soviétique. Ensuite, quand il a fait sa sélection, il y avait des critères précis, évidemment. Il avait basé son équipe vraiment sur la discipline. Il voulait une équipe qui était extrêmement en forme, qui était agile, qui était rapide. Il avait fait des tests psychologiques aussi. Et autre chose, il voulait vraiment une équipe qui allait des joueurs qui allaient devenir une équipe. Donc, il avait coupé certains joueurs qui étaient plus forts, en fait, qui étaient parmi les meilleurs, parce qu'il voulait vraiment des joueurs qui pouvaient composer une équipe unie. Le coach Brooks aurait parlé à son assistant pour lui dire « Les joueurs vont devoir pouvoir compter sur toi parce que si je veux que mes joueurs s'unissent, ils doivent s'unir. En fait, si je veux pas qu'ils se divisent les uns envers les autres, ils doivent s'unir contre quelque chose ou contre quelqu'un et ce quelqu'un sera moi. » Donc, il disait à son assistant « Je vais être extrêmement rigide, je vais être extrêmement exigeant. Les joueurs ne vont pas m'aimer, mais ils vont devoir pouvoir se référer à toi si besoin. » Suite à cela, ils sont arrivés aux Olympiques. Dans le match de demi-finale, ils ont rencontré les Soviétiques, qui plus tard a été nommé comme le match pour la médaille d'or, parce que c'était le match le plus important. Et les Américains ont remporté le match 4-3. Semblerait-il qu'ils ont été extrêmement disciplinés, ils ont suivi le plan de match et ça a été payant. Ça serait quoi les caractéristiques communes de ces 2 histoires? Pour arriver à performer contre un adversaire qui est plus fort que soi, il y a 4 étapes à suivre. Croire, visualiser, planifier, exécuter. Première étape, croire. Il est fort peu probable qu'il y ait beaucoup d'Américains qui croyaient que l'équipe de 1980 pouvait remporter la médaille d'or olympique.
Si le coach Brooks n'y avait pas cru, il n'aurait pas passé à travers toutes les étapes, le processus pour trouver des idées, trouver des stratégies pour arriver à son but. Le fait de croire nous permet de trouver une direction, nous permet de trouver les idées, nous permet de déterminer des stratégies. Du côté de Charles Hamelin, c'est la même chose. Il aurait pu se dire que le 1500 mètres, pour lui, c'était pas sa spécialité, ou il aurait pu se dire que les Coréens étaient imbattables, ou c'était extrêmement difficile de les battre, d'autant plus que ce n'était pas sa spécialité, le 1500 mètres. S'il s'était dit ça, il n'aurait pas trouvé de stratégie qui lui aurait permis de gagner. Donc, croire, c'est extrêmement important. Dans notre cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que si moi, je me dis que l'équipe adverse est trop expérimentée, qu'il y a trop de joueurs étoiles, qu'ils ont eu des très bonnes performances antérieures et pas moi, je viens d'avoir 3 défaites, je viens de vivre 3 défaites d'affilée, c'est certain que si j'utilise ces critères-là pour déterminer que ce n'est pas possible, je trouverai pas d'idées qui vont me permettre de gagner ou qui vont me permettre de bien performer. Donc, c'est extrêmement important d'abord d'être capable de croire que c'est possible ou d'ouvrir la porte. Donc, il faut trouver certains des petits arguments qui vont nous permettre d'ouvrir la porte au possible. Ouvrir la porte, ça peut faire des miracles. Jusqu'aux années 1950, on croyait absolument dur comme fer que c'était impossible physiologiquement de courir 1 mille en moins de 4 minutes. On en était convaincus. Depuis 1886, les athlètes essayaient d'arrache-pied de courir le 1000 en moins de 4 minutes et on n'y arrivait pas. En 1954, Roger Bannister a réussi à courir le 1000 en 3 minutes 59 secondes et des poussières. À partir de ce moment-là, il y a 4 personnes dans l'année qui a suivi qui ont été capables de le faire. Et depuis 1954, il y a près de 1500 personnes qui y sont arrivées. Donc, y croire ou ne pas y croire, ça fait toute la différence. Puis le piège là-dedans, c'est que très souvent, nos raisons sont extrêmement logiques. C'est tout à fait logique de ne pas gagner contre un adversaire qui est plus fort que soi. C'est tout à fait logique si l'équipe américaine n'avait pas remporté la médaille d'or, ça aurait été tout à fait logique. Donc, souvent, d'ouvrir la porte au possible, c'est pas tout à fait logique dans notre façon de penser parce qu'on se fie à nos expériences passées pour déterminer ce qui est possible dans le futur. Deuxième étape, visualiser. La visualisation, ça inclut l'observation, ça inclut le visionnement de vidéos, ça inclut aussi l'imagerie mentale. L'entraîneur Brooks, quand il est arrivé, en fait, à partir du moment où il a déterminé qu'il croyait en la possibilité de la victoire, il a commencé à observer. Il a observé l'équipe adverse, il a regardé les stratégies et il a visualisé ce que ça pouvait donner avec son équipe et de quoi il avait besoin pour arriver à son résultat. Du côté de Charles Hamelin, c'est la même chose. C'est certainement qu'il a été capable de se voir en train de performer contre les Coréens. Donc, la visualisation, ça fait toute la différence. En tant qu'athlète, tu veux être capable, oui, d'observer l'adversaire pour être capable de voir ce qui se passe, puis aussi être capable de te voir en train de performer et de réaliser ta meilleure performance contre un adversaire qui est plus fort que toi. D'être capable de ressentir comment tu te sens, comment tu te vois, comment tu agis, quelles sont tes émotions. Donc, plus tu le sens de façon plus précise et plus ça va dans le ressenti et les émotions, plus tu vas devenir performant. Une personne qui a très bien utilisé la visualisation pour arriver à une bonne performance contre un adversaire qui était très fort, c'est Dan Gable, qui était un lutteur américain. En 1966, il a décidé qu'il voulait remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Munich en 1972, qui était donc 6 ans plus tard, contre le lutteur qui était dominant à l'époque, c'était un lutteur russe. Pour se motiver, pour arriver au bout du cheminement, parce que pendant 6 ans, c'est quand même un long processus, il a utilisé énormément la visualisation. Donc, quand il allait à l'entraînement, en plein milieu de son entraînement, il allait s'asseoir sur un banc, puis il imaginait le lutteur russe qui arrivait à l'entraînement, qui commençait à s'entraîner. Ça le motivait énormément, puis il retournait à l'entraînement il redoublait d'ardeur en fait, il s'entraînait encore plus fort. Et quand il terminait son entraînement, il allait encore s'asseoir, puis il imaginait le lutteur russe qui terminait son entraînement, puis qui allait sous la douche. Et là, ça le motivait encore une fois, il retournait à l'entraînement, il s'entraînait encore 20 à 30 minutes avec beaucoup d'ardeur. Donc pour lui, il s'entraînait encore plus fort, il s'entraînait plus longtemps que le lutteur russe et ça lui donnait la confiance pour aller jusqu'au bout de son objectif. En 72, il s'est retrouvé en finale contre le lutteur russe et malgré une blessure, il a remporté la médaille d'or. Troisième étape, planifier. Charles Hamelin, lui, avait déterminé que sa stratégie gagnante était de mettre
la pression sur les adversaires en restant très près d'eux tout au long de la course. Le coach Brooks, lui, avait déterminé que le travail d'équipe, la discipline, l'athlétisme étaient des stratégies gagnantes pour lui. Donc, c'est important que tu détermines ta stratégie gagnante et elle doit être basée sur des éléments que tu contrôles. Trop souvent, on s'appuie ou on dépense de l'énergie à réfléchir à des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle. Le niveau de l'adversaire, le nombre de joueurs étoiles qui sont dans l'équipe adverse, les résultats antérieurs, donc si nous on a eu des défaites par le passé et que l'équipe adverse a eu que des victoires, le résultat dans le futur, le pointage actuel et même, en fait, si on est en sport individuel, tes notes, tout ça, c'est des choses qui sont hors de ton contrôle. Qu'est-ce que tu contrôles réellement? Tu contrôles ce qui est à l'intérieur de toi, tes pensées, tes émotions, tes sensations. Tu contrôles aussi ce qui sort à l'extérieur, tes actions, tes décisions, tes réactions. À partir de ça, toute ta préparation, tu la contrôles, mentale et physique, et tu as du contrôle sur tes stratégies. Donc, tes stratégies doivent être établies à partir de tes atouts. Quels sont tes atouts? L'équipe adverse, oui, peut-être qu'elle est plus forte que toi sur certains aspects. Elle peut pas être plus forte partout. Donc, elle a des avantages, elle a des grandes forces. Quelles sont tes forces à toi? Quels sont tes atouts? C'est important que tu sois capable de déterminer ça. Et à partir de cette étape, c'est là que tu commences à focuser sur toi. Donc, tu cesses de focuser sur l'équipe adverse, tu cesses de focuser sur l'extérieur et tu te concentres sur tes atouts, ta stratégie, ta préparation, parce que c'est des éléments que tu contrôles. 4e étape, exécuter. Ça a l'air simple, oui, c'est d'exécuter la stratégie. Par contre, tu veux être engagé à 100% dans l'exécution de tes objectifs, de ton processus, de ta stratégie. Tu veux être discipliné, tu veux pas sortir de là par panique ou par peur, et tu veux certainement, comme dans l'étape 3, focaliser sur les éléments que tu contrôles. Tu veux pas commencer à penser à ton adversaire, à penser « et si on perdait le match? Et si arrivait ci, ça, ça? » Tu veux vraiment rester focusé sur tes objectifs, ton processus. Donc, plus tu es discipliné dans l'exécution de ton plan, plus tu vas performer à la hauteur de ton potentiel. Est-ce que tu vas gagner? Je le sais pas. Mais certainement que tu ne vas pas t'effondrer devant l'adversaire et tu vas donner une bonne performance à la hauteur de ton talent. Donc, en résumé, les 4 étapes, croire, visualiser, planifier, exécuter. Le piège là-dedans, souvent, c'est qu'on va croire, mais on n'arrivera pas à se voir, on n'arrivera pas à se visualiser. On sait que c'est possible, mais on n'arrive pas à se voir en train de réussir. Autre piège aussi, c'est qu'on croit, on se voit, mais ça s'arrête là, on n'a pas de stratégie. C'est important d'avoir aussi des outils, de se donner des outils pour arriver à nos fins. Des fois, on a une excellente stratégie, mais on n'arrive pas à rester focalisé sur la stratégie, on n'arrive pas à se discipliner à suivre la stratégie. On passe du temps à penser à l'adversaire, à penser à qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur, penser à la victoire, la défaite. Donc, on veut passer à travers chaque étape, bien les mettre en œuvre pour être capable de performer à notre plein potentiel. Sur ce, j'espère que ça répond à ta question, Pamela, et si vous avez d'autres questions, envoyez-les moi, ça va me faire plaisir d'y répondre.